Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous allons aborder les masques de luminosité sous Photoshop, sujet que nous avons abordé lors de mon stage au Cinque Terre en octobre dernier. Et donc ça fera une piqûre de rappel pour ceux qui y ont participé ainsi qu'à ceux qui y ont participé l'an dernier. Je vous remontre donc comment fonctionne ce principe. Pas facile à appréhender quand on débute dans Photoshop, j'en conviens. Donc voilà. Donc ici, on voit donc qu'on a une série de photos braquettées. Donc ces photographies ont été prises par Damien Bernal, un des participants au stage de niveau 2. Alors on voit ici en fonction des exifs, ces photos ont été prises avec le tout dernier Fuji X-T3. Et ici c'est l'exposition de base, donc parfaitement exposée. On voit bien donc l'histogramme ici en haut à droite qui est bien équilibré de part et d'autre. On pourrait donc se demander pourquoi avoir dû réaliser une série de bracketing d'exposition alors que sur une seule expo ici, on a déjà un très bon résultat. Eh bien, je vais zoomer un petit peu dans l'image sur les zones fort lumineuses pour vous expliquer, voilà, ce qu'on compte faire avec ces fameux masques de luminosité. Vous voyez ici cette zone-ci, par exemple, c'est ce qu'on appelle un aplat, c'est-à-dire qu'on a une zone de couleur unique qui ne présente plus aucun détail. Détails qui, je vous le rappelle, sont clairement visibles par l'œil humain, qui a une dynamique beaucoup plus étendue que nos boîtiers, à l'heure actuelle en tout cas. Donc, on va aller voir une autre zone, voilà, ici également. Alors, vous voyez que globalement, le résultat est ici quand même très bon, car le X-T3 dispose déjà d'une très bonne dynamique, c'est-à-dire qu'il est capable d'à la fois enregistrer des détails dans les ombres et dans les tons clairs. Ce qui n'est pas le cas de tous les boîtiers, mais néanmoins on peut faire mieux. Si je zoome attentivement sur ces zones-là, je vais vous montrer dans les versions qui sont un peu plus sous-exposées, voilà. Vous voyez que là clairement, ici on est donc dans la version -5, hein, comme le montrent les exifs. Donc cette version -5 nous permet, je vais venir me déplacer, voilà, vous voyez ici, qu'on a beaucoup plus de détails dans le mur. Je vais mettre les deux photos en mode comparaison. C pour activer le mode comparaison. Voilà. Et donc, vous voyez clairement qu'on a beaucoup plus de détails dans la version sous-exposée que dans la version unique qui est correctement exposée à la base. Alors, vous allez me dire, oui, mais dans celle-ci, la sous-exposée, à part les hautes lumières, on ne voit rien. Mais oui, c'est ça qui est caractéristique du bracketing d'exposition, c'est qu'on va aller chercher en fait les détails de ces zones lumineuses pour venir les coller par-dessus les zones lumineuses trop claires du fichier de base. Alors, vous vous dites certainement, mais pourquoi alors avoir fait plusieurs photos en bracketing d'exposition au lieu de uniquement la plus claire et la plus foncée? Et je vais vous montrer la raison. Je vais envoyer ces deux fichiers dans Photoshop, donc ils sont sélectionnés, la plus claire et la plus sombre, et je clique droit, modifier dans ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc cela va donc lancer les deux fichiers qui vont s'ouvrir dans Photoshop en tant que calque, donc ils seront dans le même dossier, superposés l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Et donc, je vais donc prendre la version la plus foncée et la mettre par-dessus, puisque c'est de cette photo-là qu'on va récupérer que certaines petites zones. Donc je vais lui créer un masque noir. Je clique sur l'icône ajouter un nouveau masque ici en bas. Là, et je maintiens Alt enfoncé pour tout de suite créer un masque noir. OK? Alors je viens dans l'image zoomer sur cette zone, par exemple ici, où on manque de détails dans les hautes lumières. Je prends un pinceau blanc, B, pour activer l'outil pinceau. Ici, vous sélectionnez bien le blanc comme couleur d'avant-plan. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur D pour restaurer les couleurs par défaut. Opacité 100%, flux 36, je vais mettre un petit peu moins, voilà. Et je viens donc peindre en blanc sur le masque. Faites bien attention de bien être sur le masque. Donc vous voyez bien la bordure plus claire qui entoure le masque. Si vous cliquez sur le calque de pixels, vous voyez que c'est lui qui est entouré de cette bordure. Donc bien vous assurer que vous êtes sur le masque. Et je viens donc peindre en blanc. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, j'arrive à voir
donc les détails de la lumière, mais je vois aussi par contre tout ce qui est noir autour, forcément, puisque en fait, je vous rappelle, dans cette version sous-exposée, tout ce qui est autour des hautes lumières est noir. Et donc, vous voyez que ça colle pas trop bien ensemble. Je vous montre un peu ailleurs, voilà. Donc, à moins d'être très précis dans ces coups de pinceau, ce n'est pas vraiment la méthode la plus adaptée. Ce sera toujours visible en fait ce collage. C'est pour ça qu'on va devoir progressivement en fait venir coller des versions moyennement sous-exposées. Donc ici, je vous montre, on a une version qui est donc exposée à 0. Voilà. Ok, donc ici on voit bien qu'elle a été prise à 0. La suivante à -1, la suivante à -3 et la dernière à -5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer progressivement d'une version plus lumineuse à une moins lumineuse et puis en dernier vers la plus sous-exposée. Cela va mieux coller. Donc en fait ici globalement, en général, avec 3 images on est bon. Donc celle-ci en fait va servir de tampon entre la version plus claire et la version plus sombre. Il est donc essentiel de bien choisir les photos que vous allez tenter de fusionner manuellement dans Photoshop. Parce que si vous essayez de coller une -5 sur une 0, ça ne collera pas. Même avec des masses de luminosité, le résultat sera toujours visible. Donc, choisissez bien vos images, utilisez une image intermédiaire. Ici, on va s'assurer de prendre cette photo-là. Et avant de les envoyer dans Photoshop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà les préparer, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'elles correspondent déjà le plus possible visuellement afin de faciliter la fusion. Donc pour ce faire, vous sélectionnez toutes vos images. Je prends les 4, même si je n'ai pas besoin de la troisième pour le moment. Vous allez dans Photos, Paramètres de développement, Reproduire toutes les expositions. C'est-à-dire que Lightroom va tenter de faire correspondre les expositions voilà, de toutes les photos. Et donc, vous voyez ici en miniature qu'elles semblent correspondre parfaitement. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Si je prends la dernière qui a été prise normalement à -5, voilà, -5, oui. Je clique dessus, je passe en module développement, D, voilà. Et donc, vous voyez concrètement, il a augmenté de 5 l'exposition pour avoir l'équivalent de la photo de base. D'ailleurs, c'est l'occasion de mettre en comparaison la version 0 originale, qui elle n'a pas été éclaircie dans Lightroom, pour les mettre côte à côte et constater à nouveau l'importance de l'exposition correcte. Donc ici à gauche, c'est la -5 qui a été éclaircie de +5. Et vous voyez que pourtant, malgré des paramètres de réglage identiques, la qualité est supérieure dans la version correctement exposée. Donc, arrêtez de penser que vous pourrez toujours déboucher à fond les ombres. C'est vrai sur certains boîtiers, les Sony particulièrement, qui permettent vraiment très bien de récupérer les ombres. Ils sont plus sensibles aux problèmes des hautes lumières que d'autres boîtiers. Mais ici, on voit clairement encore que la qualité, en tout cas sur ce Fuji X-T3, est supérieure dans le fichier qui est correctement exposé à la base. Donc, pourquoi avoir fait ressembler les photos en termes d'exposition? C'est parce qu'elles vont s'assembler forcément plus facilement. Alors que on va prélever donc dans cette version-là uniquement les zones lumineuses, donc on ne se tracasse pas trop que dans les ombres, le résultat est un peu pourri, parce qu'en fait, on ne va pas prendre ces zones-là, on va juste prendre les zones lumineuses. Donc ici, on va quand même ajuster un petit peu l'exposition en deçà, puisque le but, c'est quand même de récupérer des hautes lumières. Voilà. Je vais d'ailleurs baisser un petit peu mes hautes lumières, voilà, pour récupérer du détail. Je vais rebaisser l'exposition et par contre, je vais déboucher les ombres et les noirs, puisque ce sont de toute manière des zones que je ne vais pas utiliser dans le fichier final. Donc ce que je regarde ici, ce qui m'intéresse, c'est juste les zones de haute lumière, où je veux un maximum de détails et une qualité relativement correcte. Donc je peux encore aller un peu plus loin.
en utilisant la courbe des tonalités, où je vais encore donc déboucher un petit peu les ombres, voilà, pour que le résultat final corresponde le mieux possible. Voilà, donc ça c'est notre -5 qui est préparé, et je vais faire de même pour notre version intermédiaire, donc qui elle a été augmentée de +1,49. Voilà, je vais récupérer un peu les hautes lumières, idem, déboucher les ombres et déboucher les noirs. Ok, donc celle-ci servira donc de tampon entre les deux. Voilà, je vois que je peux aller un peu plus loin dans la récupération des hautes lumières. Ok, voilà. Quand ça c'est fait, donc quand vous avez préparé vos images, vous les envoyez dans Photoshop. Donc je sélectionne les 3 images. Je viens dans Photoshop, je vais effacer ce que j'avais au préalable déjà créé. Et clic droit, modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Et donc là, elles vont à nouveau se superposer en tant que calque dans le même document. Voilà. Et donc là, je vais les disposer en fonction de ma logique de travail, c'est-à-dire que je vais placer celle qui est correctement exposée tout en dessous, celle que j'appelle expo de base, vous pouvez les renommer d'ailleurs si vous préférez. Et puis, on voit qu'on a une récupération. On va prendre d'abord celle qui va servir de tampon, voilà, et puis celle qui contient vraiment les détails dans les hautes lumières. Donc, on va faire la fusion d'abord de ces deux fichiers, la 0 et la -1, et ensuite, quand ces deux-là seront fusionnés, on s'occupera de la fusion avec la troisième qui est encore plus sous-exposée. Ceci afin d'obtenir un résultat plus qualitatif. Donc, dans cette version-ci, qui est donc le calque 2 qui est en -1, on va le masquer en noir puisqu'on veut juste révéler les zones de haute lumière. Donc Alt, clique sur l'icône d'ajouter un nouveau masque et voilà. On ne voit rien, c'est normal puisqu'en fait, on va venir ensuite récupérer nos hautes lumières. Vous voyez, quand je passe de l'une à l'autre, on voit déjà que les hautes lumières deviennent plus précises. On récupère déjà pas mal de détails. On pourra évidemment encore aller plus loin avec la troisième photo où on voit carrément les détails des ampoules. Voilà. Alors, maintenant, nous allons nous attaquer donc à ces fameux masques de luminosité. Alors, pour ça, il va falloir d'abord que je vous explique quelques notions dans Photoshop afin que vous compreniez comment fonctionnent ces fameux masques. Alors, tout d'abord, vous savez, ou pas, que les niveaux de luminosité s'échelonnent de 0 à 255, c'est-à-dire qu'on a 256 niveaux de luminosité différents dans Photoshop. 0 étant le noir absolu et 255 le blanc. Au milieu, donc à 128, on a ce qu'on appelle le gris moyen. Et donc, en fait, Photoshop va pouvoir nous permettre de sélectionner, en fait, des zones tonales, c'est-à-dire, par exemple, la zone de 240 à 255 ou de 128 à 150, etc., etc. Donc, va nous permettre de cibler très précisément quelle zone de luminosité nous avons besoin. Alors, pour vous faire comprendre comment Photoshop est capable de sélectionner ces zones, je vais créer un dégradé. Donc je crée d'abord un nouveau calque. Je prends ensuite l'outil dégradé, raccourci clavier G. Je m'assure bien d'être noir en avant-plan, blanc en arrière-plan. Et donc je vais tirer en maintenant majuscule enfoncé un dégradé de noir vers le blanc jusqu'à l'extrémité de l'image. Voilà. Et donc ici on a la graduation de 0 noir à 255. Alors, je vais passer cette fois dans les couches, puisqu'en fait, tout ce qui est masse de luminosité va être enregistré dans les couches. Donc les couches, ce sont donc les fameuses couches RVB qui composent en fait chaque image. Donc la couche rouge, vert et bleu qui, ensemble, forment l'image globale en RVB rouge, vert, bleu. Alors, quand on fait un contrôle-clic ou commande-clic, si vous êtes sur Mac, sur la couche RVB, donc vous voyez qu'il y a, quand j'appuie sur CTRL, il y a un petit carré qui apparaît. En fait, ça va charger, mettre en mémoire, en sélection, tous
les valeurs qui sont supérieures à 128. Donc de 128 à 255. Donc ici, je le fais. Hop, CTRL-clic. Et donc, vous voyez en pointillé que 50% de l'image est sélectionnée. C'est-à-dire que cette fonction, le CTRL-clic ou commande-clic sur Mac, sur une couche, sélectionne en fait les tons de la valeur 128 à 255. Nous pouvons d'ailleurs le vérifier en déplaçant ici la palette des informations. Et donc, je passe avec la pipette, I, raccourci clavier I, échantillon ponctuel. Et donc, quand je survole cette zone, on voit bien les valeurs ici qui s'affichent en RVB et qui sont bien de 128, 128, 128, qui est donc bien le gris moyen. Donc, on voit bien que la sélection va de 128 à 255. Alors, maintenant, je vais vous montrer donc comment créer votre premier masque de luminosité. Donc, vous avez cliqué avec CTRL ou commande sur la couche RVB et puis en bas, vous avez un bouton qui vous permet de créer une nouvelle couche. C'est ce bouton-ci, voilà, qui affiche « Mémoriser la sélection sur une couche ». Et vous avez donc en fait votre Alpha 1, c'est le nom que Photoshop donne par défaut à une nouvelle couche. Et vous pouvez la renommer par exemple en ton clair 1. C'est donc votre premier masque de luminosité. Alors, maintenant, le but va être de créer des masques de luminosité de plus en plus restrictifs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ici 50% de la zone sélectionnée, on va essayer de restreindre de plus en plus cette zone pour arriver à un moment où on n'a plus que vraiment les hautes lumières, donc les zones qui sont proches de 255, qui soient sélectionnées. Alors, tout comme en photographie, lorsque vous voulez baisser la luminosité, vous fermez d'un stop, d'un diaphragme, ce qui fait que ça divise la quantité de lumière par 2. Donc, on va passer de 128 à 64, de 64 à 32, 32 à 16, 16 à 8, de 8 à 4, et ainsi de suite, jusqu'à avoir une sélection très restreinte. Alors, si les mathématiques, c'est pas trop votre truc, je vous conseille d'avancer un peu dans la vidéo jusqu'à la partie suivante où je mettrai en pratique ces techniques. Mais ici, je vais expliquer en fait la logique mathématique qui permet de créer ces masses de luminosité, pour ceux qui, comme moi, aiment comprendre le fond des choses. Donc, il faut savoir que Photoshop nous autorise à effectuer quelques opérations mathématiques sur les couches. Alors, quand vous faites donc un contrôle ou commande-clic, vous voyez le petit carré ici qui apparaît. Ça veut donc dire qu'il va charger à chaque fois la sélection des tons 128 à 255. Si je maintiens Alt en même temps, donc CTRL Alt ou commande Alt, vous voyez que là, on peut faire une soustraction. Vous voyez qu'il y a un petit moins qui est apparu. Et si vous maintenez les trois touches CTRL Alt Shift enfoncé, commande Alt Shift sur Mac, vous voyez qu'il y a une croix qui est apparue et qui symbolise en fait la multiplication, le produit. Et donc c'est cette opération-là de produit, de multiplication que nous allons utiliser. Alors, si je prends la calculette, voilà. Donc en fait, on va multiplier les valeurs RVB de luminosité par elles-mêmes. Donc si j'ai par exemple la valeur moyenne 128, que je multiplie par elle-même, j'obtiens 16 384. Or, on sait que nos valeurs s'échelonnent de 0 à 255. Ce qui voudrait dire donc que tout ce qui est compris entre 128 et 255 deviendrait blanc. Et donc serait sélectionné. Donc c'est l'inverse en fait de ce que je voudrais obtenir. Le but est d'obtenir de moins en moins de blanc dans ce dégradé pour avoir une sélection de plus en plus restrictive. Donc pourquoi j'utilise quand même ce mode produit? C'est parce que Photoshop en coulisses ne multiplie pas les valeurs 128 par 128 ou 255 par 255 avant d'effectuer l'opération mathématique. Il ramène ces valeurs sur des valeurs comprises entre 0 et 1.
C'est-à-dire qu'il divise d'abord la valeur par 255. Donc, si par exemple on a 0, qui est donc le noir, divisé par 255, ça reste bien 0. 255 divisé par 255, ça nous fait bien 1, qui est donc le blanc. Et donc, par exemple, 128 divisé par 255, ça va nous donner 0,5, soit 1 demi. Et donc, en fait, ce sont ces valeurs-là qui vont être multipliées par elles-mêmes. Donc, si je multiplie 1 demi par 1 demi, j'obtiens 0,25 qui correspond donc à 1 quart. Vous voyez, donc en fait, on fait un produit, mais comme on travaille en fait sur des valeurs avec des virgules, on travaille donc en fait sur des fractions, en fait, ça correspond quelque part à une division. Donc, on n'aura jamais des valeurs qui seront supérieures à 1 ou inférieures à 0. Donc, l'utilisation du mode produit pour réaliser nos masques de luminosité amènera toujours à un assombrissement de l'image. C'est le but recherché parce qu'en fait, on veut avoir de moins en moins de blanc dans notre masque, puisque je vous rappelle que le blanc sur un masque révèle les informations alors que le noir les cache. Donc, maintenant j'ai ma sélection qui est active, qui représente les tons de 128 à 255. Voilà, j'avais donc créé ce premier masque de luminosité baptisé ton clair. Alors maintenant, je vais effectuer donc cette fameuse opération de produit avec le raccourci clavier CTRL ALT SHIFT, commande ALT SHIFT sur Mac, clic. Et donc on constate que la sélection s'est décalée vers la droite. Alors à présent, je vais créer donc une nouvelle couche à partir de cette sélection en cliquant sur l'icône ici en bas, créer une nouvelle couche à partir de la sélection. Sélection que je vais renommer tout de suite en ton clair 2. Et donc, si j'observe maintenant l'endroit où se trouve la sélection, où se trouve le pointillé, donc je place ma pipette ici et on voit bien en haut à droite dans le panneau information, regardez là en haut à droite, vous voyez bien que donc à présent, on est bien sur la valeur 228. Alors que dans la couche précédente, au même endroit, on était sur une valeur d'approximativement 180, comme vous pouvez voir dans la palette information. Et donc, il nous suffit de vérifier. Donc, on avait 180 dans ton clair 1, que l'on divise par 255 pour le ramener dans une valeur comprise entre 0 et 1. On avait donc cette valeur-ci, que l'on multiplie par elle-même, puisqu'on fait un produit. Voilà, j'arrondis. Et donc, on voit bien qu'on a plus ou moins 0,5 qui, multiplié par 255, est bien devenu 128. Ici, bon, on y est presque, c'est parce que je n'ai pas repris exactement les mêmes valeurs. Donc, vous voyez bien, les valeurs sont multipliées l'une par l'autre, et puis, en fait, donc la sélection se raccourcit. Et donc, on va procéder comme ceci, plusieurs fois. Là, je refais un CTRL ALT SHIFT X, commande ALT SHIFT X, et je recrée une nouvelle couche. On va sur cette couche, et si on passe la pipette dessus, on voit bien qu'à présent, c'est bien cette valeur-là qui est 128. Et ainsi de suite. Et donc, on va décaler en fait la valeur des tons moyens de plus en plus vers la droite. On va encore créer donc deux couches. Je la renomme ton clair 3. Je refais l'opération de produit. Nouvelle couche. Ton clair 4. Et encore une fois, CTRL ALT SHIFT X, nouvelle couche. Et nous avons donc ton clair 5. Et donc, vous voyez bien que à chaque fois, les valeurs sont décalées vers la droite. Alors, vous allez peut-être remarquer qu'il y a une dégradation de la qualité. Donc, on commence à voir ce qu'on appelle du bending. Alors, pour vérifier s'il s'agit bien du bending, il faut toujours se mettre à 100%, puisque sinon, c'est peut-être juste un problème de rendu de la carte graphique. Mais non, ici, on voit bien que, en fait, c'est un problème de bending, donc de cassure dans le dégradé. Alors, pourquoi cela se produit? C'est parce qu'en fait, il faut savoir que malgré que nous soyons
comme vous pouvez le constater ici, en 16 bits par channel par couche. Quand vous créez une sélection, comme ici, en fait, Photoshop charge une sélection toujours en 8 bits. Donc, quand vous voyez les pointillés ici, en fait, Photoshop travaille en 8 bits. Même si la couche finale est en 16 bits, il y a eu un moment conversion en 8 bits. Et donc, vous perdez des informations de dégradé. Donc ici, vous le constatez dans cet exemple, parce que là, j'ai pris un dégradé. C'est pas le genre de photos que vous allez prendre pour créer des masses de luminosité, bien sûr. Donc concrètement, il faut savoir que cette méthode de création des masses de luminosité par contrôle-clic sur les couches, en fait, génère des masses de luminosité en 8 bits. Il est tout à fait possible de générer ces masses de luminosité en 16 bits. Alors, je vous montre rapidement comment faire. J'efface d'abord toutes mes couches ici. Voilà. Voilà. Donc, pour créer des masques de luminosité en 16 bits, il va falloir aller dans Édition, dans Images, Opérations, ce qui est donc une fenêtre d'opération mathématique. Donc, la source 1 de notre opération, c'est donc le calque fusionné, oui, donc notre fameux dégradé. La couche, il faut que c'est la grise, donc la résultante RVB. Ici, pareil, et ici aussi, le fusionné. Et donc, en opération mode produit, et le résultat devrait être enregistré dans une nouvelle couche. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a fait en fait avec CTRL-clic, sauf que ici, on ne passe pas par une étape de sélection, et donc, en fait, le résultat va être généré directement dans la couche. Donc, vous voyez ici, alpha 1, je répète l'opération, image, opération, et ainsi de suite. Voilà, image, opération. On va le faire encore 2 fois. Image, opération. Et encore une fois, image, opération. OK. Et donc là, vous pouvez voir qu'on n'a pas du tout ce phénomène de bending. Donc vous voyez ici que le dégradé reste bien lisse. Donc, honnêtement, dans la pratique, vous ne verrez pas la différence entre des masques de luminosité 8 bits ou 16 bits. Mais voilà, c'est pour les puristes qui voudraient vraiment avoir la qualité optimale dans leur masque. Il faut savoir qu'il y a quand même une très très légère différence, mais qui est visible que dans des dégradés ou des fichiers comme j'ai utilisé ici pour faire des tests. Donc après cette longue explication théorique, et mathématiques, on va passer à la pratique. Et donc, on va maintenant créer des masses de luminosité, non pas sur des tests de dégradé, mais bien sur nos images réelles. Donc, je vais jeter ce dégradé à la poubelle. Voilà. Je vais jeter les couches alpha qui sont générées aussi à la poubelle, parce qu'il faut savoir que ça alourdit assez fortement l'image. La génération de couches alpha, donc je vous conseille aussi de faire le ménage dans vos couches, tout comme dans vos calques à la fin de votre travail. Donc, on va générer son masque de luminosité à partir du fichier de base. Donc, ne générez pas votre masque de luminosité depuis la version la plus foncée, hein, bien entendu. Donc, vous générez votre masque de luminosité à partir de l'expo de base. Donc, maintenant, c'est celle-ci qui est active. Les autres sont invisibles. Je passe dans couche, CTRL-clic, commande-clic sur la couche RVB. Voilà. On voit donc une sélection active. Je crée une nouvelle couche en cliquant sur l'icône, transformer la sélection en couche. Voilà. Alpha 1. Je vais la renommer en ton clair 1. Je continue l'opération telle que je vous ai montré là tout à l'heure. CTRL-ALT-SHIFT-CLIC. La sélection devient plus restreinte. Nouvelle couche, TC2. CTRL-ALT-SHIFT-CLIC, TC3. Alors, combien faut-il en générer? En fait, ça dépend de votre image, de la luminosité de votre image. Ici, on voit qu'on a déjà une sélection très restrictive, donc probablement qu'un TC4 suffira amplement. Voilà. CTRL-ALT-SHIFT-CLIC. Voilà, là donc
si on voit la différence, on voit que le ciel s'assombrit encore plus. On va se limiter à ça. Donc de toute façon, vous pouvez toujours en créer par après d'autres supplémentaires. Alors, donc à présent, maintenant il va falloir observer son image. Donc je vais fusionner. Je vais d'abord désélectionner, puisqu'on voit que la sélection est toujours active. Donc vous allez dans Sélection, Désélectionner, raccourci clavier, Commande ou CTRL D. Alors, je vais observer l'image du dessus, où il y a une récupération des hautes lumières qui va être tentée. Donc je vais désactiver temporairement le masque en cliquant, en maintenant Shift. Voilà, on voit donc la croix rouge. Et on va zoomer sur des zones de haute lumière. Voilà. Et on va évaluer, comme ceci, visuellement, l'amplitude du masque dont on va avoir besoin. Donc il faut en fait concrètement évaluer l'amplitude ici de cette tache blanche pour que cela se fonde bien ensuite dans l'image suivante. Ok? Donc on va aller dans les couches, on va regarder qu'est-ce qui correspond le plus possible à ça. Donc je prends TC1, je vois que là c'est bien blanc, mais le mur autour est aussi blanc, donc on va le faire apparaître, ce qu'on ne veut pas. Ici c'est déjà mieux. Là, je pense, comme ça, à vue de nez, hein, après on fait des essais et erreurs, on voit que les hautes lumières sont bien sélectionnées, elles sont blanches, et on a quand même une protection moyenne de la zone qui est aux alentours, et puis on est bien sur du noir. Donc je ne prends pas tout de suite un masque trop restrictif, comme TC4 ou voire TC5, parce que sinon on risque d'avoir le problème qu'on voit les bords foncés autour. Donc, une fois que j'ai choisi le masque qui semble le mieux correspondre, vous cliquez dessus, commande-clic sur Mac, voilà, vous voyez donc vous avez chargé en fait ces zones lumineuses en mémoire, vous repassez par la couche RVB avant de passer par les calques, donc vous cliquez une fois sur la couche RVB, simplement, voilà, et on repasse dans les calques, et on va sur son masque noir, ne vous trompez pas, hein, ne venez pas peindre sur le calque, bien vérifier que le cadre blanc ici soit bien autour du masque. Et donc la sélection est active. Et donc si je veux révéler ces zones, il faut donc que je vienne peindre en blanc dans mon masque noir. Donc il faut choisir ici dans le sélecteur de couleurs la couleur blanc. On voit qu'ici c'est un gris. Donc je restaure les couleurs par défaut en appuyant sur la touche D. D comme défaut. Voilà, donc j'ai bien du blanc en avant-plan. Je viens prendre le pinceau, raccourci clavier B, en mode normal, vérifiez bien ici en haut qu'il est bien en mode normal, opacité 100% et flux 22%, ok, ça me semble correct. Alors, donc temporairement, je vais désactiver la sélection. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces pointillés me gênent dans mon travail de pinceau. Et donc, je veux voir précisément l'impact qu'auront mes coups de pinceau sur la zone environnante. Alors, pour faire ça, j'appuie sur CTRL H, commande H sur Mac, H comme hide en anglais, cacher. Alors, il faut savoir que la sélection est toujours active. Donc, faites gaffe avec ce raccourci clavier parce qu'on oublie souvent, après, que notre sélection est active. Ici, c'est donc juste pour moi voir plus clairement dans mon image. Si vous voyez que ça vous cause des problèmes, que vous oubliez de le désactiver et de le réactiver après, laissez les pointillés visibles. Ce sera plus facile pour vous. Alors, je viens donc maintenant avec mon pinceau, dont j'ajuste la taille en cliquant droit. Voilà. Ok. Ok. Dureté 0%, hein, pour que ce soit bien progressif. Et donc, je vais venir peindre. Voilà. Et vous voyez que je récupère. On voit un avant-après. Je vous fais un petit avant-après. Vous voyez que la sélection rentre bien vers l'intérieur. On récupère des hautes lumières. Mais vous voyez qu'autour, ça reste propre. On ne voit pas des tons sombres apparaître. Alors, je viens ici sur le lampadaire. On fait pareil. Je réduis quand même un peu la taille du pinceau. Donc, adaptez en permanence la taille du pinceau par rapport à la zone sur laquelle vous voulez peindre. Et quelques petits clics. Et on voit que la sélection, la récupération des hautes lumières se produit
idem, ici, vous voyez qu'on récupère des détails. Voilà, ici, c'est pas trop mal. OK. Alors, ici, pareil, vous voyez, partout, en fait, il va falloir examiner son image, partout. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Commande moins ou contrôle moins. Voilà, je maintiens Z enfoncé pour zoomer. Et je viens récupérer partout dans mon image où il y a moyen de récupérer des hautes lumières. Je viens ici, par exemple, voilà. Pinceau, B, et vous voyez qu'on récupère, vous voyez que l'étoile rentre un petit peu à l'intérieur. Vous voyez ici, regardez, là, je récupère du détail dans le mur. Si je désactive le calque, la différence est flagrante. Donc, éventuellement, on pourrait se limiter à ce stade-ci, à cette étape, puisqu'on a quand même déjà une bonne récupération. On va juste, ici, on a une zone fort cramée, mais qu'on arrive à très bien récupérer. Donc, vous voyez, ça marche très bien parce que j'ai sélectionné le bon masque. Hein. Il est possible aussi que au début, par manque d'expérience, vous ne sélectionnez pas le bon masque. Donc, faites des essais. Si vous voyez que trop de sombre apparaît autour, c'est que vous avez pris un masque qui n'était pas assez restrictif. Si au contraire, il y a des cassures, c'est peut-être que vous avez pris le masque qui est trop restrictif. Vous voyez ? Voilà, c'est comme ça qu'on récupère donc les hautes lumières dans une photo dont on a réalisé des bracketings d'exposition. Alors, quel est l'intérêt d'avoir la troisième version, hein, donc celle-ci? C'est par exemple pour cette zone-ci. Je vais d'abord la récupérer avec mon calque 2. OK. On va activer le calque 3. Et donc là, on voit qu'on pourra encore gagner un peu plus de détails. OK. Idem pareil. Vous voyez qu'on pourra aller jusqu'à récupérer carrément le lampadaire. Ici, ça va être particulièrement visible, hein, si on voit la différence. OK. Donc, cette étape 2 est finie. Je m'occupe de l'étape 3. Je crée un masque noir sur mon calque 3. Alt-clic sur l'icône de nouveau masque. Attention, vous voyez, je viens d'être piégé moi-même. Donc là, il m'a généré tout de suite un masque. Pourquoi? Un masque avec des informations, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma sélection est toujours active. Vous vous rappelez, le commande CTRL H. Voilà. Commande D pour désélectionner. Je jette mon masque à la poubelle et je le régénère. Et cette fois, il est bien noir. Donc vous voyez, on oublie très facilement quand une sélection est simplement cachée. Elle est toujours active en fait. Donc soyez quand même prudent avec ça. Vous voyez que je viens d'avoir la blague. Alors, je vais dans mes couches. Voilà. Et je vais chercher cette fois donc un masque beaucoup plus restrictif. Ce sera probablement TC4. Voilà, qui va me permettre de juste sélectionner la récupération des hautes lumières très précises dont j'ai besoin. OK? Donc, on va charger celui-là. Si j'avais eu besoin d'encore plus précis, j'aurais généré simplement ici, après avoir fait un CTRL-clic, CTRL-Alt-Shift-clic, nouvelle couche, et j'aurai un TC5 qui est encore plus restrictif. Mais je vais me limiter à TC4 qui ici me semble bon. Je charge la sélection en mémoire, CTRL-clic sur TC4, je repasse par la couche RVB, je vais dans mes calques, je viens sur mon masque, j'active le calque évidemment, sinon on ne verra rien. Je prends le pinceau blanc, OK, et je cache mes pointillés avec le raccourci clavier CTRL ou commande H. Alors ici, on va récupérer ponctuellement quelques zones comme ici. Voilà. Je vais restreindre aussi la taille du pinceau. Et vous voyez, voilà, on récupère du détail. Un petit clic ici, pas besoin de plus. Voilà, il faut que ça reste naturel. Ici, c'est pas mal, dans l'escalier, voilà. OK. Et donc, pareil, hein, on se déplace dans l'image, on dézoome, et on voit les zones. Voilà, ici, on a une zone qui est encore fort cramée. Là, et on vient récupérer. Alors, probablement ici, vous voyez justement le problème qui se passe. On voit du gris autour. C'est probablement qu'ici, en fait, dans le premier masque, je n'avais pas déjà peint à cet endroit. Donc, je vais annuler. CTRL, commande Z. Je vais venir ici dans mon masque
Voilà, vous voyez, j'active, désactive le calque 2. Et en fait, ici, je n'avais pas fait une récupération partielle déjà. Donc, vous voyez l'importance de travailler en plusieurs étapes. Ici, donc dans le calque 2, il n'y a pas eu de récupération de cette zone. Je ne suis pas venu peindre dans le masque. Et donc, j'essaye tout de suite, à partir de la version plus foncée par rapport à la version la plus claire, de venir récupérer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a du gris autour, en fait, des tons plus foncés. Donc là, vous voyez que ça ne colle pas bien. Donc c'est pour ça, vous voyez l'importance de passer par un fichier, une exposition intermédiaire avant de tout de suite vouloir récupérer les hautes lumières depuis le fichier le plus foncé. Donc ici simplement on va aller ajouter à ce masque-ci du calque 2 une récupération. Voilà, vous voyez qu'ici par contre il n'y a pas de problème puisque le masque était beaucoup plus large. On peut le visualiser d'ailleurs, vous voyez que le masque était beaucoup plus large alors qu'ici on sera beaucoup plus restrictif. Je passe sur le calque 3 et cette fois, maintenant, je peux venir voilà, compléter. Alors, vous voyez, même là, il faut quand même être vigilant parce que ça risque de déborder un petit peu. Donc, réduisez la taille du pinceau et venez récupérer où c'est vraiment nécessaire. Okay? Sinon, vous allez avoir des aplats gris qui sont vraiment pas esthétiques. Ici, probablement aussi, je ne suis pas passé par la récupération intermédiaire du calque 2. Donc, je vais d'abord récupérer les hautes lumières. Voilà, depuis le calque 2. Voilà. Et maintenant que c'est fait, je peux faire pareil depuis le calque. Voilà, vous voyez jusqu'à quel point on peut récupérer les hautes lumières. Ça vous permet par exemple de pouvoir lire les enseignes quand vous faites des photos de nuit, de ville, où vous voyez les néons, etc. Vous saurez lire les logos, sur les logos qui sont en néon, etc. Voilà, petite récupération ici. Voilà, ici d'abord. Donc vous pouvez passer comme ça, d'un calque à l'autre. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore des zones ici? On va d'abord voir si dans le... Vous voyez, là, on l'avait déjà récupéré dans le calque 2. Donc, cette fois, on va encore aller un peu plus loin. Et voilà, on voit carrément les détails de la pierre. Niveau des fenêtres, pareil. Vous voyez, c'est du travail chirurgical, hein, mais ça vous permet, en fait, de récupérer les hautes lumières où vous en avez besoin, ou vous désirez. Hein. Attention, ce n'est pas obligatoire d'aller si loin dans la récupération. Mais si vous voulez éviter ces gros aplats blancs, comme ici, là, dans cette zone verte, ça va vous permettre de récupérer du détail. Voilà. Hop, d'abord, je récupère dans la version 2. Et puis, je viens chercher encore plus de détails dans la version 3. Vous voyez? Si je vous fais un petit avant-après, je vais regrouper les deux calques de récupération ici dans un dossier. CTRL ou commande G. Voilà. Récup, haute lumière. Et donc maintenant, si je vous fais un petit avant-après, la différence est quand même assez impressionnante. Donc ici, il faudrait peaufiner. Hein. Je vois que j'ai un peu... Voilà, il faut venir bien peindre sur les bords pour que voilà, ce soit plus propre. Voilà. Voilà. Vous voyez la différence que l'on peut obtenir. Donc je vais encore vous montrer un avant-après d'une des zones qui était fort cramée, comme ici, au niveau des, voilà, des lampadaires. Voilà, on va faire un petit avant-après sur le dossier global. Et vous voyez quand même qu'il y a une très forte récupération. Donc voilà. Voilà comment, concrètement, grâce au masque de luminosité, vous pouvez venir récupérer les hautes lumières dans vos photos braquettées. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile, qu'il vous fera une bonne piqûre de rappel pour ceux qui avaient suivi mon stage de niveau 2. Et donc, si vous avez des questions, hein, vous connaissez mon groupe, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt pour un prochain tuto.